Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et vous êtes bien sur Sud Radio, merci de nous avoir choisis. On se retrouve pour le 19-20. Tout à fait. Alors ce soir, on va parler des vraies voix qui s'engagent, évidemment. Alors évidemment, on parle aussi des associations qui s'engagent. Nous avons 3 invités prestigieux, si vous voulez parler de la première déjà. Bien sûr, bah oui, nous recevons Mona Jafarian. Mona Jafarian qui est spécialiste de géopolitique du Moyen-Orient, la République islamique et ses proxys terroristes, la laïcité et le combat contre l'islamisme expansionnisme. Elle est donc cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Nous sommes aussi avec Leïla Amrouche, qui est fondatrice et coprésidente de l'association Espoir de Femmes. C'est une association qui est basée au Mureau et qui se mobilise pour aider les familles défavorisées, les femmes en situation de précarité ou de violence. Une association très active sur le terrain. Et nous saluons également la présence de Samuel Atlan, auteur et entrepreneur, fondateur de Sur ma vie, qui est un think tank d'action. On vous invite d'ailleurs à aller sur surmavie.com. On va avoir l'occasion d'en parler, mais il y a du visuel et c'est impressionnant. Voilà, ça c'est évident. Alors pour commencer cet échange, j'avais envie de commencer sur un thème qui nous parle à tous, que le droit des femmes ne va pas sans l'universalisme, que le combat est global plutôt, et que l'universalisme est un levier pour les droits des femmes. Alors on va commencer avec vous, Mona Jafarian, puisque vous êtes quand même spécialiste de ce qui se passe. Vous êtes iranienne d'origine, vous êtes donc cofondatrice de ce collectif Femmes Azadi dont on entend beaucoup parler en ce moment, et en fait vous êtes vous-même extrêmement touchée évidemment par la situation des femmes iraniennes qui, je le rappelle aux auditeurs, se font tabasser, tuer parce qu'elles ne veulent pas porter le voile. Pour celles qui ne le font pas en tout cas. Oui, alors le combat va plus loin que juste ne pas porter le voile, puisque ce qu'on explique régulièrement aux gens, c'est que pourquoi est-ce qu'elle brûle ce voile et qu'elle refuse de le porter? C'est parce que le voile représente la colonne vertébrale de l'islamisme. C'est le porte-drapeau de toute une idéologie, et elles savent bien que la représentation de ce voile, le but est d'invisibiliser la femme et de lui faire accepter la soumission à laquelle elle est censée adhérer. Donc c'est pour ça que les femmes iraniennes refusent de porter le voile. Et d'ailleurs les mollahs le disent eux-mêmes très souvent, le jour où les femmes iraniennes feront tomber le voile, on tombera avec. Donc si vous voulez, ce non-port du voile obligatoire est la première étape pour mener à l'égalité des droits, à la démocratie, à la laïcité. C'est pour ça que je parle énormément de laïcité, puisque ce qui sauve les démocraties et ce qui sauve nos valeurs républicaines, c'est justement ce socle laïque qui permet aux religieux de toujours rester en dehors de nos lois. Alors il y a un truc qui m'intéresse particulièrement dans votre lutte, c'est que vous avez ce slogan Femme, vie, liberté, mais c'est un slogan qui est partagé par les hommes, et il est dit autrement pour les hommes, c'est un combat qui est un combat des femmes et des hommes ensemble en Iran. Oui, parce que moi je dis toujours que la révolution qui a suivi l'assassinat de Mahsa Amini est la première révolution féministe de l'histoire, mais elle a été surtout portée par les hommes. Et c'est vrai que dans la rue, les hommes criaient Femme, vie, liberté. Et les femmes répondaient homme, patrie, prospérité. Donc c'était finalement une manière de dire on est tous ensemble. Et tous les slogans qui étaient déployés dans les rues étaient toujours les femmes qui crient quelque chose et les hommes qui répondent autre chose. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on voyait des hommes sortir, se faire massivement massacrer en criant femme, vie, liberté. Et de nombreux jeunes hommes en Iran ont dit peut-être que si c'était mes droits qui avaient été bafoués, peut-être que si ça avait été un jeune homme qui avait été tué, je serais peut-être pas sortie. Mais là, ça devenait trop intolérable et on s'est dit ça suffit. Il faut que nos sœurs, nos mères, nos filles, nos cousines, nos amis arrêtent de subir cette violence et cet apartheid sexuel. Donc c'est vraiment ça qui a été le déclencheur de toute cette révolution. Avec des gestes forts, notamment, rappelons celui de l'équipe de football d'Iran aussi, qui avait été solidaire. Est-ce que le cas de l'Iran est central? Est-ce que si, par exemple, votre fabuleux combat permet de faire évoluer les mentalités, ça ferait, pardonnez-moi de l'expression, mais tache d'huile? Ou alors est-ce que, puisqu'on est dans l'universalisme, finalement, chaque pays aura son propre combat? Alors, il faut savoir que la
première république islamique est née en Iran. Donc, si vous voulez, ça a été vraiment le déclencheur et la mise en place de ce qu'on appelle l'idéologie frériste, donc des frères musulmans, de laquelle s'est beaucoup inspiré Khomeini pour créer la république islamique. Donc, si vous voulez, ça a été la première fois où des islamistes pouvaient prouver au monde qu'ils sont capables de tenir un pays. Le fait de faire tomber la république islamique, et on le voit très bien, moi je parlais avec un grand reporter qui me disait, j'étais de retour de Turquie, et énormément de jeunes en Turquie ont les yeux rivés sur l'Iran. Et d'ailleurs, aux dernières élections législatives en Turquie, des foules immenses criaient femme, vie, liberté dans la rue. Donc pour vous dire que finalement, il y a un impact sur beaucoup d'autres pays, et les Iraniennes sont en train d'ouvrir la voie à énormément d'autres femmes. Et il y a aussi beaucoup de Saoudiennes qui luttent en ce moment pour leurs droits. On a eu les Afghanes aussi. Les Afghanes, c'est les pauvres. C'est terrible parce que là, elles sont en train d'être emmurées, vivantes, et c'est absolument hallucinant pour nous de voir ce silence assourdissant de la presse, des médias, et puis des gens, et surtout des institutions internationales, parce que quand on voit que l'ONU est toujours prompte à vouloir mettre des sanctions sur certains et qu'il fait preuve d'un silence assourdissant sur d'autres, qu'on leur donne la Commission des droits des femmes, le Forum social sur les droits de l'homme. Donc si vous voulez, il y a un moment où je pense qu'il va falloir un véritable éveil international sur la dangerosité de l'islamisme et son expansion. Faire tomber la République islamique, c'est aussi faire tomber tout leur réseau de propagande en Occident. Sur ce silence assourdissant de l'ONU dont parle Mona Jafarian, Samuel Atlan, vous allez pouvoir réagir, parce qu'on a vu aussi l'exposition qui a eu lieu à l'ONU, où la souffrance des femmes israéliennes, suite aux exactions du 7 octobre, a été complètement, même pas présentée ou mise de côté, elle a été oubliée. Alors effectivement, quand on pense à nos sœurs afghanes ou à nos sœurs iraniennes qui sont alors pour le coup, les sœurs afghanes dont on n'entend absolument pas parler, il y a quand même un vrai problème de choix en fait de la part de ces grosses organisations internationales. Oui, dans la mesure où elles représentent. Il faut que j'appuie. Non, si vous approchez-vous du micro. Là, c'est bon. Voilà. Allez-y. Dans la mesure où ces associations et ces organisations internationales représentent une partie la majeure partie des pays, effectivement, on se rend compte qu'il y a des choix éditoriaux qui sont faits, et les femmes israéliennes, les Israéliens en règle générale, qui ont beaucoup souffert du terrorisme depuis maintenant 30-40 ans, notamment la grosse vague d'intifada à partir des années 2000, n'ont pas été représentés dans cette exposition. Ils ont raconté qu'effectivement c'est une exposition qui tourne depuis plusieurs années. Ça fait quand même 40 ans qu'il y a du terrorisme. Il y a eu Munich qui a été un événement quand même planétaire. Il y avait quand même moyen depuis 72 d'intégrer quelque chose à cette exposition, mais on remarque que la plupart des résolutions sont tournées vers un seul pays qui représente 0,01% de la population mondiale. Donc voilà, on en tire les conséquences. Bon, sur ce voile et ce combat féministe, Leïla Amrouche, je le rappelle, vous êtes fondatrice et coprésidente de l'association Espoir de Femmes. Ce combat des femmes iraniennes dont on a parlé, et dans plein de pays, finalement, c'est un combat qui s'inverse. Nous avons l'impression, par exemple en France, vous œuvrez au Murau, alors c'est dans les Yvelines, on le rappelle, et certaines femmes mettent en avant ce voile. Se battent pour le droit de le porter. Alors, on ne parle pas évidemment du simple voile, mais du voile à caractère islamiste. Oui, effectivement, nous, on est sur une ville, sur les Mureaux, dans le 78, où énormément de femmes portent le voile. Après, chacun sa conception et son droit de le porter ou pas. Après, est-ce qu'on a notre mot à dire, je pense, en tant que féministe, mais il faut défendre également ce port, on va dire, qui devient parfois obligatoire. Alors, c'est actif ou passif de leur part, parce que certaines ont aussi une démarche politique en le mettant. Juste, est-ce que défendre le port du voile en France, c'est un acte féministe, Leïla Amrouche ? Oui. D'accord. Oui. Il y a un vrai souci. mais quand ce que je veux dire, c'est que toutes les femmes qui le portent, après, j'ai envie de dire que c'est un choix. Mais par contre, toutes les femmes qui sont obligées et qui sont ça devient obligé dans leur sphère, on va dire, familiale de le porter, qu'il y a une obligation et que ça soit forcé, là, on invite également, toutes les femmes à frapper aux portes des associations et de se faire aider
s'il y a une réelle violence. Est-ce que vous arrivez à percevoir cette différence qui est fondamentale entre un choix volontaire et un choix qui n'en est pas un, une obligation donc? Oui, on le voit. Sur certaines femmes, on l'a déjà vu. Mais est-ce que c'est pas toujours en réaction aux hommes finalement? Parce que vous dites que c'est un choix même volontaire, mais quand on se voile, c'est qu'on se cache du regard de l'homme. Donc il y a quand même un problème. Après, il y a énormément de femmes, on le sait. Enfin, il y a quand même des hommes Enfin, on est obligé de faire avec les hommes aussi. Non, se cacher de leur regard. Oui, mais il y a un choix politique aussi, c'est ce que vous dites. Oui, après, on le sait très bien que la plupart des femmes le portent après le mariage. Ça, on le sait que c'est généralement une généralité où les femmes, avant le mariage, ne le portaient pas et qu'ensuite ils le portent. Après, voilà, il faut pas généraliser. Après, c'est comme je dis, après, elles en font ce qu'elles veulent et je pense pas qu'elles sont attachées pieds, mains et liés et qu'elles soient forcées à le porter. Et c'est surtout, on va dire, les femmes qui sont forcées réellement. C'est celles-ci qu'on souhaite défendre et accompagner au maximum. Mona Jafarian, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, justement, le combat de vos sœurs iraniennes qui se battent pour le droit de ne pas le porter et le combat des féministes, dites féministes françaises, qui se battent pour le droit de le porter? C'est un peu dichotomique, tout ça. Alors moi je l'explique à chaque fois, c'est que on est dans un pays laïque, donc la liberté de culte existe et il est tout à fait normal qu'on ne persécute pas une femme qui porte le voile. Cependant, il y a une normalisation de l'idéologie qui pousse les femmes à se voiler, et c'est là où en fait moi j'en veux aux féministes. C'est que elles sont les premières à descendre massivement dans les rues quand le christianisme va trop loin et qu'il veut toucher à l'avortement. Aux États-Unis, par exemple, on a vu des vagues de manifestations partout en Europe pour dénoncer ça, mais elles sont très silencieuses sur l'idéologie islamique qui pousse des femmes à penser qu'il faut être voilée pour être respecté, qu'il faut faire preuve de pudeur entre guillemets, et c'est surtout que ce n'est pas qu'un voile, et c'est souvent ce que j'explique, c'est que on n'est pas face à une casquette. Porter un voile, ça veut dire aussi intégrer le fait que votre témoignage vaut la moitié de celui d'un homme, que votre héritage aussi, que vous aurez toute votre vie un tuteur légal, qu'au-delà d'une certaine distance, vous n'êtes pas autorisé à voyager seul. Donc il y a finalement, on ne doit pas lutter contre l'individu, donc la femme qui porte le voile, mais il faut lutter farouchement contre l'idéologie qui pousse de plus en plus de jeunes femmes à penser que pour exister, il faut valoir la moitié d'un homme. Bien sûr. Merci pour ces précisions. Alors restez avec nous, chers auditeurs, ce débat passionnant continue juste très passionnant. Dans un instant. Voilà, on va parler aussi de résilience, de solidarité, puis on va donner un exemple concret où l'universalisme permet de dépasser les clivages. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix qui s'engagent sont avec vous comme tous les lundis. On est avec Mona Jafarian qui est cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Avec Leïla Amrouche qui est fondatrice et coprésidente de l'association Espoir de Femmes. Et Samuel Atlan, auteur et entrepreneur, fondateur de Sur Ma Vie, qui est un think tank d'action surmavie.com. Alors Samuel Atlan, justement, vous êtes un exemple, vous concret, d'un projet où l'universalisme permet de dépasser tous les clivages en fait, puisque ce surmavie.com que vous avez monté, alors je rappelle aux auditeurs que vous avez co-créé au départ le collectif 7 octobre, c'est ça? Vous en faites encore partie en termes d'administration? Enfin, c'est l'association Tous 7 octobre. Tous 7 octobre, pardon, oui, effectivement. Et donc en fait, vous en êtes un petit peu écarté, alors on peut le dire, pour la raison qu'en fait pour vous, le combat contre l'antisémitisme est un combat républicain, parce que vous-même vous vous dites juif et laïque et républicain, et que c'est très important pour vous. Alors dans quel ordre ça vous regarde? Mais vous êtes associé avec Marie-Laure Brossy, qui elle est une élue qui s'est notamment qui a fait des combats, qui a beaucoup combattu l'islamisme, etc., et qui est pas du tout juive et qui considère elle-même que combattre l'antisémitisme, c'est sauver la République en fait, autant que le racisme ou quel que soit le sujet en fait. Tout à fait. En fait, c'est exactement ça. Moi, j'ai grandi dans un universalisme pur, à l'école laïque. Le judaïsme était une des parties de ma vie, n'a jamais été le centre, et a une part importante dans ma vie, autant que la République, autant que les valeurs finalement des Lumières qui m'ont été transmises. Pour moi, c'est même pas un sujet en fait. Et effectivement, quand on s'est rencontré avec Marie-Lou, ça a fité tout de suite. Elle qui a une grande capacité, une grande histoire finalement de résistance en ayant
gagné notamment un procès contre un islamiste à Bagnolet, et en ayant effectivement fait gagner un autre. Bref, donc c'était effectivement pour moi une logique finalement universaliste de mener un combat finalement identique que les Iraniens, identique par rapport à l'antisémitisme, identique par rapport finalement aux luttes même féministes. C'est le même. Ce sont des combats qui finalement sont humains. On est dans l'humanisme. Et Samuel Atlan, donc Judith le rappelait, il y a cette association toujours, tous 7 octobre. Le fait que vous vouliez vous en éloigner. Alors je m'en éloigne pas. Je reste l'un des administrateurs et c'est important pour moi de continuer ce combat-là qui est lié au 7 octobre et à toutes les victimes. D'accord. Mais votre démarche aujourd'hui, elle est nécessairement en parallèle et non pas liée, c'est ça? Alors la démarche sur ma vie, effectivement, elle est un petit peu différente. Elle met un pied finalement vers une convergence des humanistes, une convergence des universalistes, ceux qui croient en l'humain en tant qu'humain, pas en tant que confession, pas en tant que religion. Vous êtes dans la laïcité déjà, on l'a dit. À 100%. Effectivement, c'est notre ADN. C'est cette laïcité qui a mis des siècles à poindre en France après des débats difficiles par rapport au catholicisme. Aujourd'hui, on est les héritiers de ça et on a cette chance-là d'avoir cet outil-là qui est unique au monde. Il n'y a pas d'autres nations qui ont ça. Et on doit le protéger, on doit le chérir parce que c'est ce qui nous permet d'être libres aujourd'hui, hommes, femmes, tous en fait. Il faut aller sur le site parce que magie.com. C'est très impressionnant de voir. Alors oui, il y a beaucoup de. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais vous faites notamment des stickers pour reprendre la place sur l'espace public, qui sont des stickers très engagés contre l'islamisme et pour expliquer aussi que le Hamas est un mouvement terroriste. Mais on y reviendra tout à l'heure. Justement quand on écoute Samuel Atlan, Leïla Amrouche et Mona Jafarian. On se dit que finalement, comme il le dit lui-même, que ça soit le combat contre l'antisémitisme, contre le racisme ou pour le droit des femmes, on est au même endroit. Leïla Amrouche. Oui, on est au même endroit parce qu'en fait, c'est un front commun. Et en fait, qu'on défende le droit des femmes, qu'on défende l'antisémitisme ou le racisme, c'est la même cause. En fait, on va voir au fur et à mesure que tout se rapproche. Donc c'est pour ça que tous les mouvements féminisme maintenant parlent pas uniquement du droit des femmes, mais parlent également de racisme et d'antisémitisme. En fait, tout se rapproche et en fait, on est engagé sur les mêmes combats. Et c'est pour ça que, toutes les associations maintenant, on peut dire qu'on mène tout le même combat, que ça soit même Espoir de femmes ou l'association de Mona, que ça soit sur le droit des femmes, mais maintenant en fait on parle de tout parce qu'on est arrivé malheureusement dans un monde où il y a maintenant du racisme, chaque jour on en rencontre. Dans votre quotidien toujours, je rappelle que vous œuvrez au Mureau dans les Yvelines. En fait, ça s'appelle le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a des combats dont vous nous parlez, l'antisémitisme, l'antiracisme, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que le bon sens, à certains moments, empêche la globalisation de toutes ces actions qui sont valeureuses? C'est la politique ? Oui, il n'y a pas assez de moyens, que ça soit sur le droit des femmes ou sur l'antisémitisme ou le racisme. Oui, il n'y a pas assez de moyens aujourd'hui en France et on le sait. C'est une histoire de budget ? C'est pas que budget, je pense. C'est les moyens, c'est les moyens, tous les moyens humains. Que ça soit sur le droit des femmes, par exemple, sur l'accompagnement des violences faites aux femmes, on voit bien qu'il y a un réel besoin de moyens, que ça soit moyens financiers, mais moyens humains. L'accompagnement des femmes est à revoir. L'accompagnement des victimes. Tout ça, on est en manque de tout ça. Et ça à revoir. Mais vous n'êtes pas bridé par certains discours politiques qui finalement vous empêchent de globaliser toutes ces actions ? Non. On avance, chaque association, je pense, avance de son côté. Mona Jafarian, sur cette convergence des combats, finalement, se rejoindre, ça renforcerait ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, justement, ces luttes se rejoignent et arrêtent de se cliver et aillent ensemble vers une société meilleure, tout bêtement ? On a presque l'impression que c'est idéaliste. Malheureusement, parce qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait cette convergence des luttes, il faudrait porter la voix de toutes les victimes, toutes les formes de racisme, toutes les discriminations. Et aujourd'hui, on voit que malheureusement, dans le débat public, il y a certaines causes qui sont complètement écartées par idéologie.
Et c'est là où en fait les choses deviennent dangereuses, puisque typiquement, par exemple, il y a une heure, une des pages les plus suivies féministes en France a posté une photo d'une petite fille pour dénoncer le mariage des enfants aux États-Unis et a dit, vous voyez, c'est pire qu'en Iran. Donc, si vous voulez, moi j'ai remonté un peu leur fil et puis je me suis rendu compte qu'elles ne parlaient jamais ni des Iraniennes, ni des Afghanes, ni des Saoudiennes. Et pourtant, on a une activiste saoudienne qui vient d'être condamnée à 18 ans de prison pour un tweet sur les droits des femmes. Donc rien, silence radio sur la condition des femmes sous l'islamisme. Et par contre, là, on vient se servir de l'Iran pour dire, bah voyez, finalement, c'est pas si mal que ça. Aux États-Unis, c'est bien pire. Ça s'appelle de la manipulation, ça. Et du whitewashing, c'est-à-dire qu'on va venir utiliser la femme racisée quand ça. Je déteste ce mot, mais malheureusement, il est devenu commun à certains endroits pour finalement taper sur l'homme blanc. Mais quand il s'agit d'aller dénoncer les vrais bourreaux des femmes au Proche et au Moyen-Orient, là, d'un coup, il y a plus personne. Et c'est ça qu'on reproche aujourd'hui, c'est que l'universalisme tend à s'éteindre. Et qu'on est en train d'aller vers un mouvement intersectionnel qui à la base était noble, mais qui finit par étouffer la voix de celles qui ne veulent pas être essentialisées et réduites à leur statut de femmes victimaires. Samuel Atlan, vous aviez envie de réagir? Oui, j'ai envie de réagir parce qu'il faut faire très très attention ces dernières années, notamment c'est la partie intersectionnelle dont Mona vient de parler. A été finalement gangrénée, et on l'a vu avec des mouvements comme Nous Toutes qui ont écarté typiquement Nous Vivrons, qui est le collectif qui s'est mis en place contre l'antisémitisme. Ils les ont écartés d'un. Et qui s'est fait taper dessus. Et le 8 mars, ils se sont fait effectivement taper dessus. Et qui nous ont bloqués. Je tiens à dire. Vous étiez aussi là, oui, bien sûr. Non, mais elles nous ont bloqués même sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Et en fait, ça, je mets en exergue 2 livres qui sont très très importants sur le sujet. Un qui permet d'éclairer cette intersectionnalité et qui montre que derrière finalement il y a de l'islamisme, il y a les frères musulmans, Les Nouveaux Inquisiteurs de Nora Bussini, donc livre très très intéressant sur le sujet, et évidemment le livre de Florence Bergeau-Blaclair, Le frérisme et ses réseaux, qui explique la stratégie frériste pas à pas, calmement. Et donc, c'est le cœur du problème aujourd'hui, le mouvement frériste. Malheureusement, oui, et c'est finalement ce qui empêche toutes ces luttes-là aussi. Pour moi, c'est pas qu'une question de moyens. Je pense qu'on a beaucoup de moyens en France et on a de la chance, mais c'est beaucoup ce genre de choses et l'incapacité de pouvoir le dire, de pouvoir dénoncer, et cette mainmise-là qui empêche n'importe qui de faire sous risque d'être traité d'islamophobe ou de raciste. Merci, restez avec nous, chers auditeurs, chères auditrices, et vous aussi, chers invités, vous restez avec nous. On va parler justement des défis de cet universalisme dans un monde qui est de plus en plus polarisé. Voilà, je l'ai mal descendu celle-là. Allez, à tout de suite. Oui, c'est le 19-20, chaque soir désormais, c'est revenu sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Un spécial droit des femmes, universalisme, ensemble pour un monde meilleur ce soir sur Sud Radio. Rendez-vous association du lundi. Hein. Tout à fait. Les associations. Les vraies voix qui s'engagent. On est avec Mona Jafarian, qui est cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Elle nous accompagne également Leïla Amrouche, fondatrice et coprésidente de l'association Espoir de Femmes. Et Samuel Atlan, qui est auteur, entrepreneur et fondateur de surmavie.com. Alors, j'avais un peu envie de parler d'actualité parce que... et moi, du coup, je vous ai suivi. Bah oui, parce que vous le faites bien. Bah oui, j'adore. Vous êtes mignon. Merci, c'est très gentil et très valorisant. Il a rosé. Bah oui, c'est pour ça, c'est valorisant. Oui. Alors, on va parler d'un truc un peu moins sympa. Justement, les défis de cet universalisme, alors dans un monde de plus en plus polarisé. Et alors, cette condamnation publique, alors forcément, on va s'attacher à un fait d'actualité. Il y a Ibrahim Malouf, le trompettiste, qui a été écarté du jury du festival de Deauville par sa directrice Aude Hébert, alors qu'il avait été relaxé de la condamnation. En fait, accusé dans un premier temps, puis relaxé par la justice, il était question donc d'abus sexuels sur une mineure. Voilà. Clairement, la justice a pris position, et là, depuis ce matin, vous avez pu le voir dans les médias, notamment sur les chaînes d'information. La parole a même été donnée à l'avocat d'Ibrahim Malouf, qui a repris finalement les arguments d'accusation contre Ibrahim Malouf. Alors comment, dans ce cadre-là... Où est la limite et que faire de cette justice médiatique finalement, Leïla Amrouche?
Alors c'est vrai qu'on a vu qu'il avait été condamné dans un premier temps, puis relaxé par la suite, mais il faut pas oublier que dans un premier temps, il avait été condamné et que c'est sur une jeune fille mineure. Et moi, dans cette histoire, je pense à toutes les mamans qui ont des jeunes filles de 13-14 ans et qui les laissent aller... Vous pouvez penser au papa aussi, j'ai aussi un papa d'une jeune fille et je serais aussi touché. Voilà, vous touché. pouvez y aller. Ouais. Je pense qu'il faut penser à l'ensemble des parents qui ont des jeunes filles de 13-14 ans et au stage notamment de collège, 3e, où c'est des petites jeunes filles qui arrivent dans de grandes entreprises parfois. Et là, on se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé ? On le saura, on va dire jamais. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Le baiser qui a été échangé, les SMS qui ont été échangés. Voilà, il faut pas oublier que c'est une jeune fille à l'époque de 13-14 ans et que c'est un homme de 40 ans qui pouvait s'abstenir, je pense. Il a été relaxé en appel, hein, c'est ça que vous nous dites. En appel, il a été relaxé. Mais il a été la première fois, il a quand même été condamné, donc je pense que les faits... Donc finalement, même s'il y a eu il a été relaxé, mais qu'il y a eu condamnation en amont, dans un cas précis comme celui-là, on peut assumer le fait que le tribunal populaire médiatique a raison. Mona Jaffarian. Alors c'est toujours difficile parce que si on veut être juste, il faut s'aligner avec les décisions de justice. Maintenant, forcément, la féministe qui sommeille en moi est plutôt d'accord. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'aurais été spécialement à l'aise de devoir être à côté d'un homme, sachant par exemple les SMS qu'il était en train d'échanger avec une enfant. Parce que 13-14 ans, c'est une enfant. Mais où est la limite ? Quand est-ce qu'on doit écouter la justice ou ne pas l'écouter ? C'est toujours très compliqué. Après, a priori, on doit écouter la justice. Déjà. Oui, mais non, mais pour sa sensibilité personnelle, c'est vrai que là, il est écarté parce que c'est d'autres membres du jury qui étaient mal à l'aise à l'idée de devoir être à ses côtés. Donc, je ne sais pas si vraiment il faut suivre la justice et la mettre au premier plan. Dans ces cas-là, il a toute sa place. Si maintenant il y a les consciences des uns et des autres et notre ressenti personnel, mais effectivement c'est un sujet vaste. Après, dans le cas où il n'y a pas encore de condamnation, moi je reviens toujours à mon féminisme et la première chose qu'on dit c'est je vous crois, je te crois. Donc c'est vrai que c'est toujours ce que je préfère privilégier. Mais voilà, c'est un sujet qui est compliqué. Mais sans cliver, parce que je suis un homme, donc je vais vous rappeler le fait que je ne suis pas forcément coupable et qu'il peut y avoir des coupables femmes aussi. Les hommes peuvent être féministes aussi. Hein. Alors, c'est mon cas en plus. Voilà. Samuel Atlan, justement sur ce rapport qu'il y a entre la condamnation, la non-condamnation juridique, même si effectivement il a été condamné en première instance, il a été relaxé ensuite, et la condamnation populaire qui est une condamnation de morale presque, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas aussi dangereux de laisser faire ce genre de choses, même si potentiellement, effectivement, moi-même qui suis maman, j'aurais pas très envie que ma fille échange avec lui à 14 ans des SMS du type qu'on sait. Mais est-ce que c'est pas quand même très dangereux tout ça, cette condamnation populaire ? Déjà, je suis 100% d'accord en tant que papa, de faire attention et de faire en sorte de protéger nos enfants. Attention. C'est nous les responsables et c'est à nous de faire très attention. Dans un second temps, me plaçant du côté de l'homme depuis tout ce qui se passe avec MeToo, j'ai tendance à penser qu'on ne répare pas une injustice avec une autre injustice. Et qu'il y a un coup de barre complètement de l'autre côté qui est mis en place. Et pour moi, c'est très dangereux. On parle d'universalisme, mais en fait, c'est très dangereux de partir du principe que l'homme est un danger. De base, il rentre dans une pièce, c'est un danger. Et ça rentre vers la rhétorique de, effectivement, du coup, il faut voiler les femmes, puisque tous les hommes sont dangereux. Donc, pour moi, il y a aussi de cette rhétorique-là derrière ces mouvements-là. Ça, c'est le point. Et par rapport à sa situation personnelle, je saurais pas quoi dire vis-à-vis de ce qui s'est passé. Moi, je pense que si la justice a dit quelque chose une fois et autre chose une autre fois, ça veut dire que la balance est quand même là et que il faut respecter. Vous auriez pris cette décision de l'enlever du jury, quoi. Moi, je ne suis pas responsable du Festival du cinéma de Deauville. On peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi dans un premier temps, il a été choisi alors que les gens le savaient, puisque c'est le jury qui l'a choisi. Parce que moi, je vais juste vous dire, je connais ce trompettiste, j'ai un ami très proche qui est trompettiste, qui a été le voir en spectacle, mais nous n'étions pas du tout au courant qu'il avait eu ce problème avec la justice. Aujourd'hui, nous le savons. Et peut-être que mon copain ne serait pas allé le voir justement en concert, parce que c'est ça qui change tout aussi. Effectivement, c'est un...
C'est notre rapport avec la capacité aussi bien de réparation, parce que les peines sont là aussi pour être effectuées, et une fois que c'est le cas, on a réparé notre dette par rapport à la société. Et après, derrière, c'est nous et notre capacité d'avoir une certaine morale vis-à-vis de ce qui se passe ou pas. Moi, j'avoue que c'est compliqué sur ce sujet. Oui. Leïla Amrouche, sur cette parole des femmes, justement, ou des jeunes filles, ou des jeunes enfants, ou whatever, qu'est-ce qu'on est en face de nous, qui sont en tout cas féminins. Évidemment, on commence par écouter. Ensuite, on rentre dans l'action quand il y a eu quelque chose de très grave, j'imagine aussi. Maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, que ça soit une parole qui soit erronée? Et dans ce cas-là, comment on fait? Comment on fait pour respecter quand même cette parole-là? Parce que ça vient forcément d'un malaise. Une jeune fille qui dit quelque chose qui ne s'est pas passé, ça exprime peut-être quelque chose de plus profond. Donc vous qui êtes sur le terrain avec ces jeunes filles-là, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? On essaye de creuser. Alors oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé de rencontrer une jeune fille victime d'agression sexuelle. Très compliqué, qui ne souhaite pas parler à la police, des faits en fait qui se sont passés antérieurs et qui avaient été, on va dire, jugés et puis relaxés également dans ce sens-là. Mais en fait, il faut chercher, il y a quelque chose de plus profond et en fait, ça venait depuis l'enfance. Mais en fait, je pense qu'il y a des professionnels, des psychologues, des psychiatres qui accompagnent ces jeunes femmes. Et justement, il faut pas les lâcher. Donc en fait, elle exprimait autre chose par rapport à ce qu'elle avait vécu petite enfant, quoi. Voilà. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut toutes les femmes. Alors, c'est vrai qu'avec tout ce qui est MeToo, etc., il y a des femmes, c'est faux, etc. Il y a, on va dire, 1% de la population qui mentent et il s'avère des propos qui étaient faux. Mais malheureusement, il y a des femmes qu'il faut accompagner plus loin. Parce que c'est quelque chose qui est enfoui en eux et il faut chercher la cause du pourquoi, du comment. Et c'est un accompagnement social, c'est un accompagnement psychologique. Donc c'est vrai que ces femmes, il faut pas les laisser et chercher pourquoi. Sur cette finalement cet accompagnement social dont vous parlez, il est percuté directement par les réseaux sociaux, par les médias. Là aussi, en fait, votre lutte, elle est devenue d'autant plus difficile que, enfin, je parlais de ma fille. Moi, je l'ai interdit de réseaux sociaux. Bon, là, ça y est, elle a 15 ans, mais il y a un danger immense aussi. Et que faire alors? Redoubler de vigilance? C'est ça, redoubler de vigilance, et c'est pareil sur les enfants, essayer de mettre des filtres. C'est vrai pour les garçons aussi, on peut le dire. C'est les garçons, oui, tout à fait, que ça soit les garçons ou les filles. Des enfants en général, qui peuvent aussi être victimes de violences sexuelles quand ce sont des garçons. Des garçons. Voilà, ça c'est très important de le dire. Effectivement, donc il faut vraiment faire attention et pouvoir mettre des contrôles parentaux sur les téléphones ou même sur les abonnements, ça existe. Essayer de contrôler, et la meilleure des choses, c'est la discussion et le dialogue avec les enfants. Est-ce que finalement, justement pour rebondir sur ce dialogue dont nous parle Leïla, est-ce que c'est pas le maître mot, ça, le dialogue, l'entente, l'écoute en fait de l'autre, même quand on n'est pas d'accord, Mona, parce que ça doit vous arriver aussi de tomber sur des femmes d'origine iranienne qui sont peut-être pas d'accord avec tout ce que vous menez vous comme combat. Est-ce que ce dialogue, il est possible quand même? Entre des femmes qui vivent le mouvement différemment. J'ai envie de vous dire, si vous tombez sur une femme iranienne qui est pas d'accord avec ce que je lui dis, c'est qu'elle fait partie du régime. Donc, voilà, donc comme ça au moins c'est clair. Mais il n'y a pas de nuance. Il n'y avait pas vraiment de nuance en fait. Okay. Je pense qu'il y a des principes sur lesquels on ne doit pas faire preuve de nuance. Quand on parle d'égalité des droits, de droits humains, de respect de l'autre, de lutte contre la pédocriminalité, parce que la République islamique c'est aussi la pédocriminalité. Je vois pas comment on pourrait ne pas être d'accord sur des principes fondamentaux des droits des femmes. Comme ça vous est jamais arrivé quoi? Les jeunes femmes peuvent être mariées à partir de quel âge? Alors c'était 9 ans, c'est passé à 13 ans, mais ça va beaucoup plus loin puisqu'elles peuvent être pendues dès l'âge de 9 ans. Elles sont voilées de force dès l'âge de 6 ans, à l'entrée, donc 6-7 ans, à l'entrée au CP. Très rapidement, elles n'auront pas le droit de faire du vélo, de la moto, de chanter en public, etc., etc. Et c'est pour ça que j'étais d'autant plus énervée de voir une page Instagram en France comme les éclaireuses dire les lois aux États-Unis sont pires que celles en Iran. Enfin, c'est complètement hallucinant de lire de telles choses. Là, on est sur la notion d'universalisme. Bon, on en a beaucoup parlé à l'occasion des Jeux Olympiques, parce que c'est une fête universelle qui ramène les peuples du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une conscience mondiale possible sur le rôle de la femme? Est-ce que sur certaines régions du monde, est-ce que culturellement, ce n'est pas possible? Et je ne parle pas uniquement des pays islamistes, d'une manière générale.
Alors moi j'aime à dire que l'oppression de la femme ne doit jamais être culturelle. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'elle soit combattue. Elle ne doit pas être tout simplement. Voilà. Et si vous prenez le cas de l'Iran par exemple, ce n'est absolument pas culturel puisque tout a changé à partir de 79 et que c'est vraiment l'islam politique qui a instauré la charia et l'application à la lettre des lois islamiques, puisque avant l'Iran avait un régime qui était très proche de la laïcité française. Donc non, je pense qu'il faut que ce soit combattu, et c'est justement l'erreur que font beaucoup de mouvements féministes aujourd'hui en France, c'est de penser que finalement l'oppression des femmes ou l'islamisme, il y a un peu quelque chose de culturel et que les femmes de l'autre côté du monde, elles méritent pas mieux parce qu'elles ont grandi là-dedans et puis ça fait partie un peu de leur culture et de ce qu'elles méritent. Donc c'est là où en fait ça devient dangereux de penser que ça pourrait être culturel. Eh bien, merci pour ces excellentes informations très intéressantes, ce débat. Vous restez avec nous, chers auditeurs. Il y a encore une petite partie intéressante. Justement sur les nouvelles frontières de la solidarité, les plateformes numériques notamment comme sur mavie.com. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix qui s'engagent, c'est le lundi sur Sud Radio de 19h à 20h. Nous sommes avec Mona Jafarian, cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Samuel Atlan est avec nous, il est auteur et entrepreneur, fondateur de Sur ma vie, qui est un think tank d'action. Et Leïmala Amrouche, fondatrice et coprésidente de l'association Espoir de Femmes. Alors justement, Samuel Atlan, j'avais envie de vous parler un peu de surmavie.com parce que c'est une plateforme numérique que vous avez créée pour reprendre un peu le pouvoir sur l'espace public. Alors dites-nous en plus. Exactement. En fait, ça fait une trentaine d'années que une partie des banlieues françaises sont finalement placardées avec des images du coup de Palestine, avec des images en rapport avec finalement l'oppression, avec le fait que la police finalement est une mauvaise institution. Pour dire ça proprement. Et effectivement, en fait, nous, on faisait rien. On était un petit peu tous passifs, en se disant que de toute façon, c'était leur délire. Et en fait, ça, c'était une petite musique qui était jouée depuis toutes ces années par des associations avec derrière des financements assez opaques qui viennent de pays un peu comme l'Iran, comme le Qatar. Alors ça se passe, ça commence par des écrits sur les murs, il y a des drapeaux, enfin ça occupe l'espace public. Et visuellement, en fait, ça habitue notre œil à avoir finalement ces informations-là. Là, en soi, la cause palestinienne, finalement, techniquement, on est tous pour les Palestiniens. On a envie qu'ils aient une autodétermination et on est pour eux. Maintenant, cette cause-là, cette cause-là, elle est potentiellement politique et elle est utilisée pour finalement inciter les Français à se rebeller en France, inciter finalement à une certaine guerre civile. C'est pas là par hasard. Et finalement bordéliser notre espace public. Un petit peu comme LFI est en train de faire à l'Assemblée nationale. Ça a été fait dans l'espace public depuis des années. On s'est rendu compte de ça et on s'est dit, est-ce que nous, on peut pas résister finalement à cette bordélisation et reprendre l'espace public avec des messages finalement. Alors, vous êtes en train de prendre l'un des documents. Vont passer aussi sur YouTube, parce que donc, vous, les auditeurs, qui nous regardez. Voilà, c'est très intéressant. Tout à l'heure, Judith montrait sur la chaîne YouTube. Alors, vous pouvez, si vous êtes uniquement avec la radio, revoir également le podcast. Donc, il y a un vrai travail de graphisme. C'est un travail artistique aussi. Ah oui, c'est un bien grand mot, mais quand même, moi je vous le confirme parce que c'est très gentil. Il y a à la fois l'aspect visuel et puis le message. Donc on appelle ça de l'art. Voilà. Très bien. Je prends. Effectivement, l'objectif, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais la laïcité, c'est un trésor, c'est un joyau. Et en fait, je parlais de ça avec Marie-Lou et elle me disait que les perles les plus précieuses, quand on les utilise pas, quand on ne les sort pas, elles flétrissent et elles sont plus jolies en fait. Et en fait, la laïcité, c'est un petit peu cette perle-là on s'est pas rendu compte de la chance qu'on avait. Donc là, c'est laïcité avec un petit cœur. Avec un bouclier qui explique que la laïcité c'est notre bouclier et qu'on doit la protéger. Et effectivement, c'est des messages finalement simples, percutants, qui nous permettent de nous rappeler que en fait on doit se battre pour ces acquis-là qui ne vont pas de soi.
Alors j'ai envie de citer une phrase que vous avez mise dans votre dossier de présentation de Frantz Fanon, qui était un activiste pour les droits des Noirs, en fait, Exactement. on peut le dire, qui dit « Quand vous vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Donc c'est-à-dire qu'en fait, dire du mal des Juifs, c'est dire du mal de la société dans son intégralité, c'est ça que vous dites? Exactement. En fait, les Juifs sont comme un thermomètre finalement de la société. Et quand les Juifs vont mal, la société va pas tarder à aller complètement mal. Mais on a remarqué qu'en fait, depuis Ilan Halimi en 2006, il y a eu des répliques au fur et à mesure. 2012, il y a eu Toulouse. Et puis petit à petit, 2015, c'était toute la France. Il y a eu aussi les Juifs avec l'hypercacher, mais c'est toute la France qui a pris avec Charlie Hebdo, avec le Bataclan, avec Nice ensuite, etc., etc. Et en fait, et ça, le c'est une week-end phrase dernier à la Grande Motte. Exactement. Et donc ça, c'est une phrase qui finalement est très universelle. Elle nous relie toutes et tous, parce qu'elle nous permet de dire qu'en fait, les Juifs, c'est effectivement ce thermomètre, et les Juifs sont en train de partir. Et finalement, le thermomètre est en train de se casser, mais il y aura toujours la fièvre. On ne le saura juste plus. Donc, moi, quand j'ai vu le 7 octobre, je me suis dit, voilà, j'ai eu des émotions fortes. Je me suis dit, ok, maintenant, comment je peux agir? Et donc, ça a été mon moyen de passer de l'émotion à l'action. C'est de créer sur mavie.com avec reprendre l'espace public physique et reprendre l'espace public digital avec la création d'un sac à dos virtuel qui nous permet de comprendre les notions de laïcité, de comprendre les notions d'islamisme. Tout ça dans l'idée d'être gardien de la laïcité aussi. Exactement, de protéger notre démocratie, parce que ce qui est arrivé en Israël va arriver en France si on ne fait rien. Et déjà arrivé en France aussi. Et déjà arrivé en France et va arriver en France de façon permanente. Donc, Mona Jafarian, on vous a vu dans les manifestations, dont une en particulier contre l'antisémitisme, une des premières, avec votre drapeau avant la République islamique d'Iran, avec votre drapeau du chat, les deux drapeaux noués, celui d'Israël et le vôtre. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle convergence de votre engagement justement sur cette lutte-là? Alors parce que les Iraniens sont très très lucides sur ce qui est en train de se passer. Les Iraniens savent parfaitement qui agite quel drapeau et dans quel but. Comme vous le disiez précédemment, le but n'est pas de nier l'existence du peuple palestinien, le but n'est pas de nier la souffrance des civils actuellement à Gaza, mais c'est d'alerter sur le fait que des autocrates, des dictatures islamistes utilisent aujourd'hui et le peuple palestinien et la cause palestinienne comme cheval de Troie de l'islamisme dans notre pays. Ils ont trouvé leur ressort pour attiser finalement. Et on n'est pas les seuls à le dire, puisque même les services de renseignement américains ont alerté encore la semaine dernière pour dire que de nombreuses manifestations pro-palestiniennes étaient aujourd'hui gangrénées, financées et organisées par la République islamique d'Iran. Ouais. Donc si vous voulez, à partir du moment où vous voyez le nez des mollahs dans quelque chose, faut vous douter que la cause que la réelle motivation n'est pas noble. Et nous, on le voit, ce danger-là. Après, concernant cette première manifestation qui a succédé les attaques du 7 octobre, nous, on s'est pas posé de questions, en fait. Quand on a vu ce qui s'était passé en Israël, on est sorti spontanément. C'était fort, C'était fort. Oui, mais finalement, c'est les seuls à ne pas être juifs, je tiens à le dire, quand même. C'est là où, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. C'est que nous, on est venus spontanément, on s'est dit, mais c'est horrible ce qu'ils viennent de vivre. Il faut qu'on aille leur montrer, surtout qu'on savait qu'il y avait la main de la République islamique dans l'organisation, le financement. Ça faisait 1 an qu'on alertait sur le fait que ça allait arriver. Donc on n'a pas été surpris de ce qui s'est passé. Donc on y allait spontanément. Et c'est vraiment quand on est arrivé là-bas et qu'on a vu les gens pleurer, nous applaudir, nous féliciter, qu'on s'est dit... c'est terrible à quel point ils sont seuls, en fait, dans cette lutte. Et on s'est rappelé, finalement, de l'attaque de l'école à Toulouse. Et il y avait personne dans la rue. Il y avait personne. C'est comme si on partait du principe, finalement, aujourd'hui, et depuis de trop nombreuses années en France, que quand on attaque les Juifs en France, c'est un truc à part. Il y a toujours une petite raison. Oui, mais. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui pour nos démocraties, justement. Laïla Amrouche, il y a un travail à faire au niveau de l'école. Alors, je connais bien le programme au collège notamment et en 3e où il est question de la Shoah, et là où en fait on a les jeunes femmes, les jeunes hommes qui sont en premier contact avec ce moment crucial de l'histoire et qui le refusent. Comment faire ? Comment dialoguer? Comment remettre le rôle du professeur d'histoire géo à sa juste valeur? Parce que c'est de ça dont il est question. Alors je pense qu'effectivement c'est une vraie problématique et je rejoins les propos de Mona sur le peuple palestinien qu'on ne met pas de côté évidemment, mais je pense qu'on rentre
de plus en plus, et depuis le 7 octobre, dans une haine contre les Israéliens et contre les Juifs notamment, en France, qui s'accentue de plus en plus par le boycott, par plein de choses contre eux. Ils boycottent pas tout, hein. Boycott pas tout, évidemment. Les iPhones, c'est sacré. On les garde. Dans ces cas-là, on boycotte la totalité des produits. Et je l'ai déjà abordé dans plusieurs... Permettez-moi de vous couper. Ce qui est intéressant dans votre positionnement, vous, Leïla, et on finira là-dessus, justement, vous allez prendre le temps de le développer derrière, c'est que vous avez toujours refusé, alors que vous êtes au Muro, dans une ville qui est quand même une ville avec beaucoup de musulmans et de femmes voilées, multiculturelles, etc., très mélangées. Vous avez toujours refusé, vous, d'aller prendre part, par exemple, aux manifestations pro-palestiniennes. Pourquoi ? Parce que pour vous, c'est clivant, quoi. Hein, oui. C'est ça. Et pour moi, j'ai toujours dit, quand on m'invitait dans les marches pro-palestiniennes, et il y en a eu énormément, que ce soit dans les Yvelines ou en Île-de-France, organiser une marche pour la paix des deux peuples, pour la paix dans le monde. Et là, évidemment, on sera en première ligne, sans problème. Mais je pense qu'on ne peut pas mettre de côté uniquement un peuple et soutenir l'autre. Et moi, je soutiens les deux peuples, je soutiens les femmes israéliennes. Il faut pas les oublier. Je pense qu'on peut pas... Voilà, la misère, malheureusement, elle touche tout le monde. Elle touche l'ensemble du monde, donc on ne met pas les personnes de côté. Et moi, je suis... Voilà, pour accompagner l'ensemble des personnes et l'ensemble des peuples. Bon, il y a peut-être un travail. Alors, bien sûr, on parle des cours d'histoire. Tout à fait. Hein, voilà. Mais des cours peut-être d'histoire proche et de rappeler que deux hommes, par exemple, se sont serrés la main. D'un côté, Yitzhak Rabin, de l'autre, Yasser Arafat. Et que ces deux hommes, donc le Palestinien et l'Israélien, se sont fait assassiner par des gens de leur camp. Peut-être que ça dit beaucoup aussi, et que le symbole, peut-être Samuel Atlan aussi, il est de toujours informer, de ramener. Je pense il y a une très très belle production là sur Canal en ce moment où c'est un documentaire là-dessus. Et finalement, il faut peut-être le redire ça. Alors je crois que c'est Anwar el-Sadat qui s'est fait assassiner et effectivement Yitzhak Rabin. Alors il y a Anwar el-Sadat et Menahem Begin, ça ce sont les accords de Camp David en 73, mais après Rabin il s'est fait assassiner. Rabin s'est fait assassiner. Arafat par son camp en tout cas. Arafat justement, il est précisé que il a été rejeté par son camp à ce moment-là. Oui. En tout cas, pour répondre moi je me fie à ce reportage pour le coup. Pour répondre à ce que vous dites, je suis d'accord qu'il faut créer des représentations. Et je crois que c'est Alain Damasio qui dit ça pour d'autres sujets, mais il dit que pour imaginer pour avoir un futur meilleur, il faut l'imaginer. Et en fait, effectivement, il faut qu'on crée les conditions pour que ce futur il soit meilleur. Et donc, il faut potentiellement avoir des représentations graphiques dans l'espace public de choses positives, de choses qui vont nous amener à avoir finalement ce qu'on veut, cette paix-là, qui arrivera à un moment donné. Maintenant, effectivement, après ce qui s'est passé, ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Mais moi, je suis, j'aime bien Churchill et j'aime bien la notion de, effectivement, bonne ref. Ouais. Avec donc lui, il dit souvent se préparer au pire, espérer le meilleur. Je pense que ce qui est en train de se passer va nous amener à des choses très difficiles, mais aussi à des très bonnes choses à un moment donné. Et j'en parlais avec Mona Jafarian un petit peu avant, et je lui disais que je pense que l'Iran sera le pays le plus safe dans les prochaines années. Au moment où ils se seront libérés. Dans combien de temps puisque vous semblez convaincu. Une fourchette entre 0 et 20 ans. Attendez, c'est pas mal. Non, mais c'est bien. J'espère qu'on va pas venir me débunker dans 20 ans en disant tu avais dit, c'est pas arrivé ça. Attention, si c'est 20 ans, vous nous redonnez le moral. Mais j'avoue, 20 ans, ça va. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus par ici, d'être venus partager avec nous. Je rappelle qu'on était avec Samuel Atlan, auteur et entrepreneur, fondateur de Sur ma vie. Allez voir, chers auditeurs, surmavie.com. Ça vaut le détour. Et puis, n'hésitez pas aussi à acheter des autocollants, à aller les coller. Oui, ils sont beaux. Ils sont vachement beaux. Enfin, après, ça peut choquer certains, mais ça, c'est un autre problème. C'est une question de point de vue. Voilà. Leïla Amrouche est avec nous, fondatrice et coprésidente de l'association Espoir de Femmes. Et puis, Mona Jafarian, cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Merci à tous les trois. Nous, on se retrouve demain à 17h, jusqu'à vendredi. Ça, c'est tous les jours avec Frédéric Brindel. Je suis bien contente. Oui, ça y est, vous êtes revenus. Et puis, on est ensemble 3 heures. Voilà. Ça fait pas trop long, ça va? Ah ben jamais, bien sûr. Allez, on vous embrasse, à demain. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.